Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Fin des hostilités entre le gouvernement éthiopien et le Front de libération de l'Oromo. Un accord entre les deux parties a été signé le 7 août qui inclut un cessez-le-feu et qui autorise le principal groupe ethnique du pays à mener des activités politiques. Longtemps dépendant du pétrole, le Tchad est en quête d'une nouvelle image. Près de 42 milliards de francs CFA ont été investis par le secteur privé dans les zones rurales ces 2 dernières années en faveur du secteur agropastoral. Et la Côte d'Ivoire pâtit d'un faible taux d'immatriculation des terres. Seul 1% du domaine foncier rural est immatriculé. Malgré la loi sur le foncier adoptée en 1998, les populations ont jusqu'en 2023 pour régulariser leur situation. Mais tout d'abord, le Mali est dans l'attente des résultats finaux de l'élection présidentielle après le second tour qui s'est tenu ce dimanche 12 août. Les chiffres concernant la participation sont connus. Les premières conclusions officielles font état d'un taux de participation plus élevé à la présidentielle de 2018 qu'à celle de 2013. Avec une affiche similaire, le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, opposé au chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Les régions qui ont connu le plus fort taux de participation ce 12 août se trouve dans le nord du pays. Il est par exemple estimé à 56% dans la région de Tombouctou où un agent électoral a été assassiné, de 63% à Gao et dans la région de Kidal, il a atteint un taux record de participation avec 89%. L'Éthiopie poursuit sa démarche pacifique. Un accord de paix a été signé le 7 août entre le gouvernement et le Front de libération de l'Oromo. Les Oromo qui constituent le principal groupe ethnique du pays. Notons que le consensus arrive un mois après l'accord de paix historique signé entre l'Éthiopie et l'Érythrée qui a mis fin à 2 décennies de conflit. Nathalie Mao. L'accord de paix conclu le 7 août entre le président de la région d'Oromia, Lema Megersa, et le président du Front de libération de l'Oromo, Daoud Ipsa, prévoit la fin des hostilités. Le parti qui lutte pour la libération de la région de l'Oromia retrouve dans le même temps sa légitimité. Cette réconciliation favorisée par l'Érythrée consolide les efforts de paix dans la région de la Corne de l'Afrique. Si Badmé n'est plus une pomme de discorde entre le gouvernement éthiopien et érythréen, l'Érythrée devient donc de ce fait un acteur important dans la pacification du climat sociopolitique en Éthiopie. Ce retour à la paix s'inscrit dans la démarche entamée par le Premier ministre Abiy Ahmed pour l'amélioration des relations diplomatiques et la sécurité en Éthiopie. De son côté, l'Érythrée s'est engagée à faciliter le retour des groupes rebelles éthiopiens basés sur son territoire. Dans ce contexte, il serait surprenant que le gouvernement éthiopien n'ait pas pris les mesures nécessaires visant l'accueil de ces ex-rebelles. En juillet 2018, le Front de libération de l'Oromo a déclaré un cessez-le-feu unilatéral avec le gouvernement. Désormais, ce parti peut espérer participer à la prise de décision dans le pays. C'était déjà le cas dans le gouvernement de transition mis en place en 1991 par des rebelles de la coalition EPRDF. Également dans l'actualité, la Tunisie célèbre ce lundi 13 août la fête de la femme et de la famille. Cette date coïncide avec le 62e anniversaire de la promulgation du Code du statut personnel qui a marqué l'entrée en vigueur d'une série de mesures et de législations visant à instaurer l'égalité homme-femme dans plusieurs domaines, notamment dans celui de l'héritage. Mais ces festivités de ce lundi 13 août sont marquées dans un contexte délicat, un an après le lancement du rapport de la Commission des libertés individuelles et de l'égalité convoqué par le président Béji Caïd Essebsi qui doit encore être examiné. Le milieu rural attire de plus en plus d'opérateurs économiques locaux au Tchad. Ces derniers investissent dans la transformation de produits agricoles et dans l'élevage. Près de 42 milliards de francs CFA ont été investis en 2 ans par le secteur privé dans les zones rurales. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan commenté par Adidjatou Badawi.
Au Tchad, dans le cadre de la diversification de l'économie, les investisseurs locaux explorent des opportunités d'affaires dans le secteur rural. Longtemps délaissé, au profit des ressources pétrolières, le secteur agropastoral, les infrastructures rurales et la transformation de produits agricoles attirent de plus en plus les opérateurs économiques. Nous avons connu une grave crise qui nous a édifiés sur le fait que nous nous sommes concentrés beaucoup plus sur des produits périssables, des produits dont on n'a aucune maîtrise, et nous voulons, grâce à cette agriculture, grâce à ces produits d'exportation, grâce à notre viande, mettre en place donc tous ces processus de développement économique et de croissance économique. Environ 42 milliards de francs CFA ont été investis dans le monde rural en 2 ans par les acteurs du secteur privé pour la transformation des produits agropastoraux. Mais certains acteurs estiment que les autorités doivent renforcer la sécurité juridique par des instruments réglementaires adaptés au monde rural. Il va falloir maintenant commencer à mettre en place un code foncier qui réglemente l'attribution des terres. Et nous sommes en réflexion avec le ministère de l'Agriculture pour arriver à mettre en place un code foncier incitatif. Un code foncier qui s'appuie sur une cartographie du territoire. C'est-à-dire que le pays doit être réparti en zones d'activité. Au Tchad, 59% des personnes démunies vivent en milieu rural contre 25% en milieu urbain. Avec l'engouement du secteur privé à investir dans la zone rurale, les autorités espèrent ainsi renverser la tendance du chômage des jeunes dans ce milieu. Comment inciter les populations à immatriculer les terres rurales en Côte d'Ivoire? C'est la question que se posent depuis plusieurs années les autorités ivoiriennes. Seuls 1% des terres sont immatriculées, malgré la loi sur le foncier de 1998. Le gouvernement a donc laissé aux populations la possibilité de régulariser leur situation jusqu'en 2023. Reportage de notre correspondant Oliva Djakotan. En Côte d'Ivoire, 20 ans après l'adoption de la loi de 1998 sur le foncier rural, l'immatriculation de la plupart des terres n'est pas encore faite dans plusieurs régions. Par exemple, Koumoudji, localité située à près de 50 km de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, se retrouve dans ce cas. 90% des paysans n'ont pas encore immatriculé leurs terres, même s'ils détiennent des droits coutumiers. Il faut dire que la terre n'est pas véritablement sécurisée parce que on n'a aucun document qui prouve que tel terrain appartient à telle personne ou à telle famille. Voilà, donc c'est ça qui est le problème, le véritable problème entre nous aussi. Ça crée des problèmes entre des familles, entre des personnes et entre des communautés. La loi de 1998 sur le foncier rural a même été modifiée en 2013 pour donner encore un délai de 10 ans aux populations pour régulariser leurs terres. Et pour changer la situation d'ici à 2023, les autorités, les cadres et les experts sensibilisent davantage en promouvant les bienfaits de la sécurisation des terres. Quand votre terre est sécurisée, la terre devient inattaquable. C'est-à-dire aucune personne ne peut s'y opposer. Donc la question de l'inattaquabilité de cette terre. Quand la terre est sécurisée, elle peut être hypothécable. Donc la question de mettre en gage cette terre auprès des banques pour l'octroi des crédits. Selon les paysans, la procédure d'immatriculation des terres peut durer au moins 1 an et le coût moyen s'élève à 100 000 francs CFA. Au Burkina Faso, les Mossi constituent le groupe ethnique le plus important et représentent environ 50% de la population. Pendant des années, cette ethnie majoritaire ne pouvait pas collaborer avec une autre ethnie, les Fulani, en raison de leurs différences culturelles et religieuses. Aujourd'hui, c'est désormais chose possible grâce à une association qui leur permet de travailler ensemble, notamment dans le domaine de l'agriculture. Maria Madramé. Un village de forte cohésion sociale, ici à Caïbo, dans le sud-est du Burkina Faso, l'agriculture favorise cette entente. Fulani et Mossi, deux groupes ethniques autrefois rivaux, ont mis en place une organisation d'élevage local dénommée Alaoun. Et depuis, ils ont uni leurs efforts pour se relever mutuellement en faisant des affaires ensemble. Parce que lors d'une réunion, vous allez voir, les Mossi sont là, et puis les Peuls sont de l'autre côté, et puis les femmes sont à l'écart. Maintenant, grâce au projet, avec les différentes formations qu'ils ont bénéficié, c'est-à-dire la formation sur la vie associative et autres, ça a créé une cohésion parfaite. Donc vous verrez, quand ils sont en train de tenir une réunion, les Mossi et puis les Peuls sont mélangés ensemble, ainsi que les femmes. Donc il n'y a plus cette ségrégation
ethnique. Créée il y a 10 ans, l'association Alaoune fournit un parc d'engraissement communautaire aux habitants pour nourrir et vendre son bétail. Le projet aide également les femmes à s'impliquer dans l'élevage et la vente de bétail, une activité autrefois réservée aux hommes. Élever du bétail pour les femmes est très bénéfique. Quand elles vendent le bétail, les revenus tirés de la vente les aident à gérer leurs finances. Grâce à cet argent, j'ai acheté des terres à louer en utilisant les économies et les bénéfices de la vente de bétail. Cette activité favorise non seulement l'intégration entre Mossi et Fulani dans les sociétés sédentaires, tout en limitant les conflits potentiels, elle permet également à ces fermiers d'avoir de meilleures conditions de vie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.